Bonjour. Ce ciel d'orage, ça vous dit quelque chose? Juillet 1890. Quelques jours avant sa mort, peint par Van Gogh. Quelle vie exceptionnelle, quel destin tragique. En fait, moi je n'ai jamais cru à cette version du suicide. Songez qu'à Auvers, durant son court séjour, il peint 75 tableaux en 80 jours. Quelle énergie! Quelle fureur de vivre et de peindre! Non, cette fin est une énigme. Et puis franchement, quand on veut se suicider avec un pistolet à bout portant, on ne se rate pas. Non, un mystère entoure toute sa vie. C'est pourquoi à mon tour, j'ai décidé de reprendre l'enquête, de repartir sur les traces de Van Gogh, essayer de faire la différence, si je peux, entre la réalité, la fiction, entre l'homme et le mythe, essayer de comprendre l'artiste. C'est pourquoi je vous propose de partir avec moi sur la piste de Vincent. À vélo, naturellement. Qui croit, qui crée, qui craque et crève sur la toile en feu de ses rêves. Qui crie, qui crève, qui croûte peu, c'est Vincent le miséreux. Qui souffre, engouffre et peint son sang, bouffé par les anthropophages. Qui sue le soufre et chie l'encens, c'est le malheureux Vincent. Après Kirk Douglas, après Jacques Dutronc, un destin aussi romanesque ne cesse d'inspirer le cinéma. Plus récemment, William Dafoe est Van Gogh dans le beau film de Julien Schnabel. Et même des films d'animation. Et tous ces visages, toutes ces figures, ces portraits, ces autoportraits, ces silhouettes, ce regard. Par où faudrait-il commencer à chercher sa trace? Fou Vincent, c'est vrai, il se tranche l'oreille, mais auparavant, en conflit avec son père, son fameux rayon noir, dépressif, parano, syphilitique, buveur d'absinthe, alcoolique, c'est sûr, solitaire, marginal, désespéré. Mais ça ne suffit pas pour faire un artiste, sinon il y en aurait plein les rues. Si Van Gogh est ivre, il est ivre de lucidité. Dites-moi, où êtes-vous donc, monsieur Vincent? Et toutes ces statues édifiées après sa mort, toutes ces effigies, ces traces, tous ces bustes, tous les monuments qu'on a dressés à sa mémoire, à sa gloire, comme pour tâcher de faire oublier le mépris dont il a souffert de son vivant. Aujourd'hui, Van Gogh est mis à toutes les sauces. En quelques clics sur la toile, on trouve absolument de tout. Imitation, copie, parodie, détournement, pastiche, caricature, publicité. Le peintre génial et incompris est condamné à devenir une icône, pour le meilleur ou pour le pire. Moi-même, je finis par le voir partout. Allons, il est temps de se mettre en route pour débuter notre enquête. Direction Auvers-sur-Oise, au nord de Paris. Je souhaite remonter la piste de Vincent, reprendre tout depuis le début, c'est-à-dire la fin. Là où il a été vu vivant pour la dernière fois, voir les paysages qu'il a connus, là où il se serait prétendument suicidé.
Le 20 mai 1890, Vincent arriva à Auvers par le train à vapeur. Nous, c'est à vélo que nous y parvenons un peu plus tard, près de 130 ans après. Nous découvrons la mairie d'Auvers, celle-là même peinte par Vincent. Quelque temps auparavant, j'avais rencontré Catherine, une cycliste australienne passionnée par Van Gogh. Ah, quand vous allez au Vers-sur-Oise, il y a des tombes de Vincent et de Théo. Et ça, c'est magnifique parce que de temps en temps, il y a des gens qui placent les tournesols sur le grave de Vincent et Théo aussi, de temps en temps, je crois. Et ça, c'est incroyable. Il y a beaucoup de gens là et les tombes sont au fond du cimetière et tout le monde qui va là, qui vont là, ils aiment ça. Et Vincent, Et ce n'est pas triste du tout. non, parce que je ne sais pas le mot en français, on dit l'hommage à Oui, Vincent. oui, là. c'est tout à fait. Et pour cette raison, il y a beaucoup de tournesols parce que les gens aiment mettre les tournesols là. Et aussi, il y a l'auberge où il habitait pour, je ne sais pas, des semaines. Et aussi où il a bu l'absinthe aussi. Merci Catherine. Ok. Merci. Alors à notre tour, nous sommes montés doucement vers le cimetière en haut du village. Non, ce n'était pas triste. Tout de même, ça fait drôle de pédaler dans un tableau. Le paysage semble avoir si peu changé. Avec mon petit logiciel, je joue à modifier juste quelques couleurs. La technologie me permet d'entrer en douceur dans le tableau du peintre. Ce ciel d'orage peint en juillet 1890, quelques jours avant sa mort. J'ajoute juste ma petite toutouche, un personnage à bicyclette. Et ce champ de blé avec ses corbeaux. Qu'avait-il en tête Vincent quand il a peint ses oiseaux? Avait-il la prémonition de sa fin prochaine? Retour au village, nous allons voir la fameuse église d'Auvers, qui est devenue depuis une icône. Et puis visite à l'auberge Ravoux, l'ultime domicile de Vincent. Messieurs, dames, nous allons commencer la visite de la chambre de Van Gogh dans un instant. Cette mansarde fut l'ultime domicile de Vincent. Comment réaliser que le peintre a vécu là les dernières heures de son agonie? La chambre est restée telle qu'il a connue. On ne l'a jamais relouée. On ne loue pas la chambre d'un suicidé. Mais vous, docteur Gachet, que savez-vous réellement sur la mort de l'artiste, vous qui l'avez soigné jusqu'à son dernier souffle? Et vous, Adeline Ravoux, qui aviez 13 ans à l'époque des faits? Alors nous avons repris nos vélos pour rouler autour d'Auvers. Il existe des circuits tracés exprès, mais nous avons décidé de nous perdre, histoire de s'imprégner un petit peu de cette nature qu'il avait parcourue et tant aimée. Auparavant, Vincent avait fait plusieurs séjours à Paris, notamment chez son frère,
au 54 de la rue Le Pic. Nous sommes allés à l'Atelier des Lumières pour un spectacle numérique qui constitue pour Vincent un hommage monumental. L'étape précédente, c'est Arles. Vincent arrive en février 1888. Il va y rester 14 mois, durant lesquels il va produire plus de 300 œuvres. Sous cette lumière implacable du midi, avec ce Mistral qui lessive tout. Il arrive plein de bonnes intentions. Il déclare à son frère Théo « Je travaille avec l'entrain de Marseillais, mangeant un plat de bouillabaisse ». Arles, le souvenir de l'artiste est partout. À l'office de tourisme, il m'accueille avec son pansement sur l'oreille. Au sol des clous gravés, Vincent, Vincent. Au musée, écrit en toutes lettres. Dans les arènes, plus grand que nature. De la fameuse maison jaune habitée par Vincent, il ne reste rien. Elle a été détruite en 1944 dans un bombardement. Alors des artistes contemporains s'amusent à recréer la chambre, chacun à sa façon. Nous avons flâné en ville, visité le jardin de l'hôpital qu'avait peint l'artiste pendant son séjour. Vincent, c'est une galerie arcade comme dans les bâtiments arabes, blanchis à la chaux. Devant, un jardin antique avec un étang au milieu, 8 parterres de fleurs, myosotis, renoncules, anémones, giroflées, marguerites. Sous la galerie, des oranges et des lauriers roses. Les gens d'ici n'y voient probablement pas grand-chose, mais cependant cela a toujours été mon désir de peindre, pour ceux qui ne connaissent pas le côté artistique d'un tableau. Après le jardin de l'hôpital, nous sommes passés au jardin public. Nous avons couru Arles, baladé au cimetière des Aliscamps, à la recherche des sites où Vincent aurait pu poser son chevalet. Nous avons retrouvé la terrasse du café de nuit, repeinte en jaune en 1990. Vincent, souvent, il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour, colorée de violets, des bleus et des verts les plus intenses. Lorsque tu feras attention, tu verras que de certaines étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux roses, verts, bleus. Il est évident que pour peindre un ciel étoilé, il ne suffit point du tout de mettre des points blancs sur du noir bleu. J'ai cherché les belles arlésiennes, qui sont, dit-on, les plus belles femmes de France. Mais l'arlésienne, vous savez, on en parle toujours, on ne la voit jamais. Et puis, à la nuit tombée, nous avons marché dans les ruelles d'Arles, au long du Rhône, en espérant, qui sait, retrouver la nuit étoilée. Pourquoi, dit Vincent, les points lumineux du firmament nous seraient-ils moins accessibles que les points noirs sur la carte de France? Si nous prenons le train pour nous rendre à Tarascon, nous prenons la mort pour aller dans une étoile. Mourir tranquillement de vieillesse serait y aller à pied. Nous avons parcouru les quais du Rhône, à la recherche des ponts peints par Van Gogh. Des artistes plus contemporains les ont investis. Et on a même trouvé un passage sous l'autoroute. Le canal d'Arles à Port-Saint-Louis, dernier tronçon de la Via Rona. C'est là que se trouve le fameux pont peint par Van Gogh. Enfin, pas vraiment, c'est une reconstitution.
Pas grave. À mon tour, je m'amuse à faire un faux Van Gogh, reconnaissable à cause du vélo. Avril 1889. Après son séjour à l'hôpital d'Arles, Vincent demande à être interné à la maison de santé de Saint-Paul-de-Mosole, à Saint-Rémy. 25 km. Allez, en route! Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, où sommes-nous ici, s'il vous plaît? Alors ici c'est l'ancien monastère Saint-Paul de Mosole. D'accord, bien. C'est aussi une clinique psychiatrique et une maison d'accueil spécialisée. Voilà. Où aurait séjourné Van Gogh? Êtes-vous au courant? Alors, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Mhm. Je peux peut-être vous renseigner. Ah oui, vous êtes peut-être un de ses parents? Non, pas du tout. Je suis le directeur de l'établissement. Oh, merveilleux, je suis ravi, enchanté. Et est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Ah, écoutez, suivez-moi. Ah, merveilleux. Allez, en route. Alors effectivement, Van Gogh a bien séjourné ici Ah, vous me rassurez. entre mai 89 et mai 90. D'accord. Qui lui a donné l'occasion de peindre un certain nombre de toiles que vous pouvez découvrir le long de cette allée. Ah ah. Donc il aurait parcouru physiquement cette allée. À plusieurs reprises. Allez, voici. Un instant. Et le voici. Ouais. Nous avons là un magnifique buste sur cette Mais stèle. le buste a disparu. Et oui. Ah, Et oui, d'accord. il a disparu, mais il était là. Ah, ah. Il était là jusque dans les années 80. Fin des années 80. On vous l'a volé. On nous l'a volé. Très bien. Enfin, je dis très bien. Et voici Monsieur Vincent. Alors, Vincent Van Gogh, représenté par le sculpteur Gabriel Cerc, sous la dénomination Le voleur de tournesol. Alors là, nous avons vraiment un des tableaux sans doute les plus célèbres de Van Gogh, La nuit étoilée. La nuit étoilée à Saint-Rémy. Il existe des nuits étoilées aussi sur le Rhône, peintes à Arles. Celle-ci est particulière parce que elle aurait été peinte de la chambre. Et vu de sa chambre, c'est impossible de voir le village. On a bien les Alpilles qui sont derrière, on reconnaît bien les Alpilles. Par contre, ce village, c'est pas Saint-Rémy. C'est vraisemblablement une image plaquée, une image mémorisée, où il n'avait peut-être pas encore eu le temps ou le droit de sortir vers Saint-Rémy. Ce qui fait qu'il a plaqué un village comme ça au creux des Alpilles. Mais ça correspond à aucune vue plausible de la région. Donc on aurait affaire à une sorte de montage. C'est un montage, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est très moderne. Je crois que Van Gogh était en effet très moderne. Ah, super. Merci infiniment. Et si ce n'était pas abusé de votre hospitalité, est-ce qu'on pourrait jeter un coup d'œil à cette fameuse chambre de Van Gogh? Oui, bien sûr, s'il est levé. Bien sûr. Merci. Bienvenue dans la chambre de Van Gogh.
faut que je vous dise que cette chambre, c'est une reconstitution. Ah bon? Ah, je suis déçu. Alors je viens à Arles pour voir la fameuse maison jaune, on m'apprend qu'elle a été détruite par un bombardement. Je viens voir le fameux pont de Van Gogh, on m'apprend que c'est une reconstitution. Et voici une fausse chambre Van Gogh, n'est-ce pas? Alors, fausse, pas tout à fait. Elle reconstitue parfaitement l'état de la chambre de l'époque. Et en plus, Van Gogh a occupé plusieurs chambres dans cet établissement. Pas oublier qu'il y avait 30 chambres de libre quand il est venu en 89. Donc il avait le loisir de changer de chambre en fonction de ses besoins, de ses humeurs. D'accord. Et si j'ai bien compris, on lui laissait toute latitude pour se déplacer, pour travailler à l'extérieur de l'établissement. Alors, non, pas au début. Ah bon? Au début, il avait le droit de se déplacer à l'intérieur de l'établissement seulement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de toiles qu'il a fait sur reproduction, notamment les reproductions de Millet ou de Delacroix. C'est alors qu'il me vient tout à coup une idée incongrue dans ce couloir qu'a forcément connu Van Gogh. Ce sympathique directeur m'évoque un tableau du peintre, peint justement ici, durant son séjour. Alors, je lui demande de se prêter au jeu et de prendre la position, ce qu'il fait docilement. Étonnant, n'est-ce pas? Merci, monsieur Blandiot. Ensuite, balade dans le parc de l'hôpital, les allées, les champs d'oliviers, au cœur même de la création et des paysages de Van Gogh. Tenez, puisque vous avez l'air intéressé, je vais vous montrer quelque chose qui va aiguiser votre curiosité. Le chat? Non. Ah. Le chat était sans doute déjà là. D'ailleurs, vous l'avez vu, sa couleur. Non. Ce que je vais vous montrer, c'est ça. Cette pierre Oui. qui a été trouvée dans un endroit où vraisemblablement Van Gogh se rendait régulièrement à l'intérieur du parc. Et voici ce qu'on a trouvé dessus. Des traces de peinture? Des traces de peinture. Et vous affirmez que c'est Van Gogh qui aurait pu faire ça? Je l'affirmerais bien si j'en avais la preuve. Ah, d'accord. Autrement Là, dit, c'est possible. C'est D'accord. possible. autrement dit, nous avons affaire à la seule peinture rupestre de Van Gogh connue. Tout à fait, Merveilleux, c'est cela. merveilleux. Après cette découverte bouleversante, il était grand temps de prendre un moment de réflexion bien mérité. Une sieste, quoi, sous la lumière de Van Gogh. L'artiste ne nous a pas attendus. Il est déjà sur la route. Tout près d'Arles, la plaine de la Crau, l'abbaye de Montmajour. Vincent. Le ciel était d'un bleu dur, avec un grand soleil brillant, mais le vent était si froid et si sec qu'on en avait la chair de poule. Néanmoins, j'ai vu de bien belles choses. Une ruine d'abbaye sur une colline plantée de pins, d'olivers gris. À l'arrière-plan, formant le cadre, les crêtes torturées des Alpilles. La montagne des Deux Trous. Alors j'ai grimpé à vélo jusque là-haut. Vue imprenable sur la plaine de la Crau.
En juin 1888, Van Gogh fait 5 heures de diligence pour arriver au Sainte-Marie-de-la-Mer, pour voir la mer pour la première fois. Il traverse, dit-il, des vignes, des landes, des terrains plats qui lui rappellent la Hollande, des maisons camarguaises, typiques, couvertes de roseaux, ceux-là même dessinés par Van Gogh. Nouveau défi, peindre la Méditerranée. La Méditerranée a une couleur comme les maquereaux, c'est-à-dire changeante. On ne sait pas toujours si c'est vert ou si c'est violet, on ne sait pas toujours si c'est bleu, car la seconde après, le reflet changeant a pris une teinte rose ou grise. Il ajoute, maintenant que j'ai vu la mer ici, je ressens tout à fait l'importance qu'il y a de rester dans le Midi, et qu'il faut encore outrer la couleur davantage. Les choses ici ont tant de style. Rien que pour nous, cyclistes le nez en l'air, la Provence a continué à distiller quelques-uns de ses meilleurs paysages. Étant en Provence, nous ne pouvions manquer de rendre visite au Seigneur des lieux, le Ventoux. Ce fut l'occasion de découvrir aussi les ocres du Colorado provençal. J'ai cherché le troupeau de moutons peints par Van Gogh et son berger aux couleurs si vives. Celui que l'on a croisé était moins coloré et plus moderne. Sans oublier les fameuses manades de taureaux de Camargue, et aussi les manades de flamants roses. Autre rencontre singulière, un canard géant. Et, dans les gorges d'Alanesque, une autre rencontre singulière au bord de la route. Mais je n'oublie pas mon enquête. S'il vous plaît, excusez-moi, un instant. Excusez-moi, je vous demande pardon. Je cherche des informations sur Vincent Van Gogh. Ah, Van Gogh, j'aime pas du tout. Je déteste. Je préfère Cézanne. Oh, Désolée. merci quand même. Au revoir, bonne route. Au revoir. Et tout près de là, dans la carrière désaffectée des Beaux de Provence, un spectacle consacré à... Devinez. Naturellement, pour nous, cette séquence provençale avec Arles, avec Saint-Rémy, avec les Alpilles, ça a été quelque chose de bouleversant, parce qu'on s'est retrouvé sur les paysages mêmes qu'avait connu Van Gogh, sur les sites qu'il avait fréquentés, et on a même retrouvé les couleurs que lui-même avait connues. Mais auparavant, puisqu'on suit la piste de Vincent, avant même son séjour en Provence, avant même ses différents séjours à Paris et même à Londres, il avait vécu un certain temps au sud de la Belgique, dans le Borinage. Je lui laisse la parole. Décembre 88. Il y a au sud de la Belgique, en Hainaut, dans les environs de Mons, une région appelée le Borinage, où se trouve une drôle de population d'ouvriers qui travaillent dans les nombreux charbonnages. C'est un spectacle imposant que celui de ces mines de houille ouvertes à 300 mètres sous terre et où descend journellement une population ouvrière digne de nos égards et de nos sympathies. Le houilleur est un type particulier du borinage. Pour lui, le jour n'existe pas et sauf le dimanche, il ne jouit guère des rayons du soleil. Et donc, nous avons fait le déplacement. Nous voici aujourd'hui en Belgique, dans un de ces anciens charbonnages, naturellement abandonnés et hors d'usage. Le site de la Marcasse. Vincent, j'ai passé 6 heures dans une mine des plus anciennes et des plus dangereuses. Beaucoup y meurent, asphyxie, explosion de gaz, effondrement de vieilles galeries. C'est un lieu sinistre.
Aujourd'hui, il ne reste plus rien de l'activité minière, sinon ces ruines et les terrils, les seuls reliefs de ce plat pays. Ici, l'ancien site des charbonnages du Grand Tornu, réhabilité, est devenu depuis un centre d'innovation et de design. La gare de pâturage, où Vincent débarque en décembre 1879 pour partager la rue de vie des mineurs. Il tente alors d'être prédicateur évangéliste, ce qui ne l'empêche pas de croquer les rues de travaux de la mine et des champs. À Couem, à Ouam, nous découvrons les différents lieux de vie de l'artiste transformés en musée. Mons, chef-lieu de la province de Hainaut. Une ville bien sympathique et fort dynamique. Nous avons le rare privilège d'accéder aux réserves de l'Artothèque. Alors pour ce Van Gogh ici, il faut savoir pour la petite histoire que dans le monde il y en avait 12, qu'il n'y en reste plus que 3, dont 2 à Amsterdam au musée Van Gogh et un qui appartient ici à la ville de Mons, c'est les dessins qui représentent les pêcheurs de Vincent Van Gogh. Intéressant également pour se déplacer à vélo, les Ravel, les réseaux autonomes des voilantes de Wallonie. Ah, le beau vélo de Ravel! Sur la piste de Vincent, nous avons récolté des traces, collecté des informations, glané des indices, mais il nous faut à présent remonter la piste et se rendre en Hollande, précisément dans la province de Brabant, où est né Vincent en 1853. Non, vous n'échapperez pas au cliché sur la Hollande. Ces moulins, ces canaux, ces maisons de Schtroumpf, ces champs de tulipes, le fromage de Hollande, une rencontre avec une productrice de lait, Vincent, bien entendu, une petite averse, un gag visuel et des vélos en pagaille. Pas d'erreur, nous sommes bien en Hollande. Les cartes routières sont très bien faites. Rien que pour les circuits à vélo consacrés à Van Gogh, plus de 300 km. C'est ainsi que nous allons rouler de site en site. Retrouver la maison natale de Zundert transformée en musée, le presbytère de son père à Étaines, où nous avons forcément dormi, à l'hôtel Vincent. À Nuenen, après le Vincentre consacré à l'artiste, nous retrouvons l'église peinte par Van Gogh. Les Hollandais conjuguent l'amour du cycle de Van Gogh en créant sur mesure un vélo Van Gogh. Le moulin de Colts. Ce tisserand de Van Gogh, qui m'a servi un jour pour réaliser, il y a pas mal d'années, une installation sur le thème du textile. Les fameux mangeurs de pommes de terre, nous les retrouvons en 3 dimensions sur la place du village. Première piste cyclable au monde dédiée à Van Gogh. L'artiste Dan Rusgaard a créé la nuit étoilée, avec des milliers de cellules photoluminescentes qui se révèlent à la nuit tombée. Un poème technologique, rien que pour nous.
Imagine-t-on ce type de paysage en Hollande? Et pourtant, c'est au centre des Pays-Bas que se trouve le parc national de Hoog-Veluwe. 45 km de circuits cyclables, 1800 bicyclettes en libre service. Otterlo, c'est également l'immense musée Kröller-Müller, au milieu d'un vaste parc boisé qui recèle des centaines de sculptures en plein air. Le musée abrite également la seconde plus grande collection de Van Gogh au monde, après celui d'Amsterdam, ainsi que des collections d'art contemporain. Nous avons fait le plein des yeux. À présent, faut-il donc se décider à rentrer? Mais j'apprends que le peintre a également séjourné dans le nord de la Hollande, en Drenthe. Il nous faut donc poursuivre jusqu'au bout la piste de Vincent. Les balisages sont toujours aussi impeccables. La Drenthe était autrefois la région la plus pauvre de Hollande. Nous traverserons des paysages bien sauvages. En plissant un peu les yeux, il n'est pas difficile de retrouver l'ambiance et les couleurs des toiles de l'artiste de cette période. Plus loin, nous faisons la rencontre d'un personnage tout à fait exceptionnel. Un Hollandais aussi, artiste à sa façon, non pas un peintre, mais qui a fait de sa vie un roman. Goedemiddag, ik ben Frank van Rijn van Nederland en ik ben 70 jaar en ik heb zo'n 600.000 kilometer op de fiets afgelegd over de hele wereld. Bonjour, je suis Frank van Rijn de Hollande. Et j'ai fait 600 000 km en vélo partout dans le monde. C'est mon pays, Drenthe, au nord de la Hollande, près de la frontière de la Frise. C'est un pierre qui est venu du nord, de Norvège, avec le glacier. Et ça, c'est mon vélo avec qui j'ai visité 123 pays. Bonsoir, je souhaite un bon voyage en vélo à tous les cyclistes du monde. Au terme de ces près de 3 ans de recherche et de tribulation, que nous reste-t-il donc de ce long voyage sur la piste de l'artiste? Des centaines de lectures, des tonnes de paysages, de belles rencontres, des mondes d'images et des stocks de souvenirs. Un peu partout, au seul nom de Van Gogh, les visages s'éclairent, les mots affluent. Chacun a quelque chose à dire sur l'artiste. Les messages qu'il nous lègue sont parfaitement intelligibles. L'artiste, un nomade de l'art, ouvert à toutes les influences, ni peintre maudit, ni suicidé de la société, ni icône, ni caricature. Juste un homme sincère avec lui-même, avec des intuitions géniales, intransigeant dans sa peinture, sûr de son talent, même si celui-ci ne fut reconnu qu'après sa disparition. Un homme cultivé, inquiet, mobile. Un homme quoi? Avec ses qualités, ses faiblesses, ses douleurs, ses enthousiasmes et ses doutes. Oui, Vincent nous est devenu très proche, même si,
D'une certaine façon, chacun peut se reconnaître en lui. Sur la piste de Vincent, je me suis rencontré. Alors finalement, après ces 2 ans passés à cavaler sur la piste de Vincent, que nous reste-t-il? Il te reste ton film. Oui, bien sûr. Mais tu vois, j'aurais bien aimé trouver quelque chose d'original, faire une découverte. Tu ne pensais tout de même pas trouver Vincent? Non, bien sûr, mais j'aurais aimé. Mais attends, tu as vu ce type? Incroyable. C'est son portrait tout craché. Mais... Attention, il te pique ton vélo. Oh, hé, mon vélo! Vincent! Vincent!